Avant-dernier numéro de votre saison, de votre nouvelle saison de l'émission La Parenthèse. Bonjour à tous et bienvenue. Après avoir annoncé que les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA sont appelées à contribuer à 1 pour 1000 de leur chiffre d'affaires hors TVA au financement du sport, le ministre Oswald Omeki dévoile quelques mois plus tard le modèle des sociétés sportives. Cette nouvelle réforme vise à terme, bien sûr, à faire du Bénin une référence en Afrique dans toutes les disciplines sportives. Dans la foulée, un appel à candidature internationale a été lancé pour le recrutement de directeurs sportifs au profit des clubs. Avant, c'est une unité de production de contenu sportif qui a été annoncée pour prendre corps très prochainement. À cela s'ajoutent les 22 stades omnisports en chantier dans nos différentes communes. En clair, le Bénin s'est engagé sur la voie de la professionnalisation de son sport et on en parle dans la parenthèse avec anciens footballeurs et membres de la Fédération béninoise de football. Quand et comment couper le lait maternel au nouveau-né? Mylène et son invité nous disent tout. On parlera aussi chapeau Bibi, c'est bien sûr mode. On prendra un cours de lexique sport avec Bruno Soilier et son invité. L'expression du jour, le mercato. Prenez siège donc, la parenthèse est ouverte et c'est parti pour 90 minutes. Et on installe tout de suite la minute de l'humoriste. C'est de ma vie. Des choses comme ça. Toi, ton mari te parle, te dit que tu ne sors pas et c'est toi qui t'entêtes pour sortir. Après, je dois même te dire, dans ma famille, l'adultère, là, quand on fait, on meurt un coup. On meurt direct. Et puis après? Ah, la nourriture qu'elle me fait. Mais tu la peux pas rassasier quelqu'un. Regarde comment il n'y a même pas poisson dedans. Tu te plains même. Tu as donné l'argent pour préparer ça. Tu te plains. Après, mes parents vont commencer par dire que non, moi, je ne Regarde, grossis l'autant pas. on nous a dit amen. L'autant tu es là. Non, c'est pas là. Des choses comme ça. Malgré ça, elle est partie. Elle est partie. Comme ça. C'est à toi je monte le sac, non? J'aime pas certaines choses. Tu n'aimes pas certaines choses comment? Où est mon argent? Quel argent? Donne-moi mon argent. Faut pas me chercher. Donne-moi mon argent, Eli. Quel argent? Comment quel argent? Toi, moi, on est ici depuis là. Est-ce que j'ai jamais pris ton argent? Ah, tu as oublié pour la fois Quelle dernière. fois dernière? Tu as oublié pour la fois dernière. J'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça comment? Tu m'as laissé où quand tu partais? Tu étais seul dans la chambre avec le sac quand j'étais sous la douche. Non? Quel ça? Moi, j'étais assis ici. Non? Quand Tu tu es partais dans là. la chambre et de l'argent va se perdre. Ça, c'est fausse accusation. Tu es en train de m'accuser comme ça. Fausse accusation. Hein? Elle dit donne-moi mon argent. Quel argent? Donne-moi mon argent. Je te parlais, tu manges même. Tu manges. Tu sais, Faut pas me chercher ce matin. dans ma famille, il y a des coups de poing. Quand on te donne là, tu peux mourir. Et je pense que je vais te donner ce coup-là. Tu vas mourir. Je Tu vais aller peux. m'asseoir en prison. Tu peux. Donne, donne. Quelqu'un va mourir. Donne, ici donne, donne, maintenant. donne, Quelqu'un donne. va, quelqu'un va Donne mourir. là. Pardon, donne. Tu peux. Toi, tu peux. Donne-moi mon argent. Elle dit donne-moi mon argent. C'est pas ça? C'est pas ça? Tu parles, tu n'as pas honte, toi. Tu n'as pas honte. C'est à cause de 500 que tu es en train C'est à de cause de brutaliser 500. comme ça. C'est pas ce qui reste dans les 5000 là, ça. C'est ce qui reste, non? C'est ton argent. C'est ton argent. Toi, tu vas me tuer dans cette maison. Tu vas me tuer. Tu n'as pas honte. 5000 francs, tu prends. C'est ce qui reste, ça. J'ai encore vu les 5000 francs hier nuit. Hein. Donc, c'est hier nuit que tu as volé ça. Elle dit, tu n'as pas honte. J'ai pas volé. Tu n'as pas honte. J'ai pas volé. J'ai pas volé. Toi-même, tu sais qu'on n'a pas encore payé le loyer. Donc, c'est la propriétaire qui me menaçait, j'ai dû payer le loyer. Le loyer là, c'est 4500 francs. J'avais déjà trouvé ce qui manquait. Tu avais déjà. Donc, c'est le loyer que tu as payé avec. Oui.
N'était en wa, bon a pas le rosa fieli. N'était en wa. Regarde-toi. Tu n'as pas honte. Espèce de voleur. Tu vas encore voler mon argent dans cette maison. Je te nourris, je paie le loyer, je fais tout. Et tu vas encore voler mon argent. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Tu as la bouche, tu parles. Tu as la bouche, tu parles. C'est pour la bonne cause. Espèce de voleur. Choto vous. Pour nous coumer. Tagui bandé. Pour nous mener. À cause de 500 francs, on brutalise les gens comme ça. Eli. Le propriétaire là, il te cherche. Le propriétaire te cherche. Tu as dit tu as payé le loyer, non? Tu as dit tu as payé le loyer avec l'argent, non? Soit tu te lèves, tu vas régler le loyer, soit tu me remets mon argent ici et tout de suite. Soit tu vas voir le propriétaire, tu paies le loyer ou tu me remets mes 4500 francs. Sinon, ça va mal se passer. Ça va très très mal se passer. Il faut lui dire que j'arrive. Quoi? Tu arrives. On dit le propriétaire te cherche, tu dis que tu arrives. Elle ouais, sous quoi? Ouais, sous quoi? Allez, voilà donc à l'instant c'était donc Eliphaz dans Mon problème et moi. Ça parlait déjà sur ce plateau du sujet santé. Elle est déjà avec nous. Madame Santé, c'est bien Mylène Fanou et le sujet passionne particulièrement Bruno Soili. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle d'allaitement et quand on parle d'allaitement, il y a bien un organe qui intervient. Mylène, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Et cet organe, Bruno l'affectionne tout particulièrement, n'est-ce pas? Bruno, bonjour et bienvenue. Tout homme l'affectionne. Je ne sais pas s'il y en a qui diront non à cela. Bon, voilà. Après, c'est ce qui nous donne la vie en partie, parce que sans cet organe, je ne sais pas où est-ce que nous serons tous. On aurait ingurgité pas mal de lait en poudre ou de lait artificiel, qu'on ne serait peut-être pas ce que nous sommes aujourd'hui forcément, et le spécialiste nous dira peut-être que cet organe-là produit de meilleurs, je sais pas, du meilleur lait que n'importe quel autre lait. Et ce spécialiste, Mylène, il a non? Pardon? Ce spécialiste, il a non? C'est le lieutenant-colonel Romuald Aïtchéou. Bonjour. Bonjour, Mylène. Un parenthésiste. Oui, déjà. Hein? Oui, on l'a déjà mis dans la galaxie. Oui. Donc il va falloir qu'il fasse le rituel. Donc c'est un lieutenant-colonel, il parle santé, mais on est aussi en sécurité. Oui. Donc Bruno, Et c'est un pédiatre en plus, hein, il prend soin des enfants. Voilà. tu lui fais la liste pour intégrer, pour être parenthésiste officiellement. Oui, Donc, elle n'est pas du tout grande. donc, Surtout vous avez pour de un quoi lieutenant noter? colonel. Oui, il n'y a pas de souci. Donc vous notez, voilà, un mouton ou bien... Oui, un mouton. Un bœuf. Oui, Non, Y a pas pas un de bœuf. bœuf. Non, non. Ça fait, on est combien? Ça fait 7 pentades. 7 pentades, d'accord. Oui. Donc, du vin non alcoolisé. Non. Ah non. Ça, c'est pour toi. Hein. Du Alcoolisé pour nous vin, autres. de bon vin, il faut qu'il soit alcoolisé. Ah oui. Sinon, c'est du jus de raisin. En tout Voilà, cas, c'est pas grand chose. C'est juste pour intégrer le cercle, c'est tout. il n'y a pas de souci, avec Il faut plaisir. aussi des cuisses de moustique. Les cuisses de moustique, je Oui, vais et m'intégrer au rituel. Un cœur de mouche. Un cœur de mouche, Un voilà. cœur de mouche. Avec plaisir. Et des estomacs de moucherons aussi. Et deux vipères vivantes. Deux vipères vivantes. Attrapez Tout simplement. avec votre main. Pas gentil. Allez, Mylène, aujourd'hui, on parle d'allaitement Oui, de maternel. l'allaitement maternel. Déjà, docteur, qu'est-ce que c'est l'allaitement maternel? Bonjour Mylène, bonjour Bruno. Bruno, bonjour Eman. Je vais simplement dire en fait que l'allaitement maternel, c'est le prolongement en fait de la grossesse. Habituellement, on a l'habitude de donner une définition, mais moi, je pense que c'est le prolongement de l'accouchement. Parce que, en fait, déjà, depuis que la femme est enceinte, le corps se prépare en fait à cela. Et donc, du coup, le bout du sein de la femme, la partie noire, devient beaucoup plus foncé. Pour, en fait, produire, c'est ce qu'on appelle, il y a des glandes qui sont à ce niveau-là, qui donnent une certaine odeur que l'enfant va reconnaître, en fait, à la naissance et qui va attirer l'enfant. Donc, c'est le prolongement, en fait, de l'accouchement. Et puis, la deuxième chose que je vais dire, en fait,
L'allaitement maternel, en fait, c'est un moment privilégié de lien affectif, en fait, entre une maman Et et son enfant. Voilà. Donc, en définition, en gros, c'est ça. D'accord. Et une question un peu bizarre peut-être, ça se passe comment? Alors, l'allaitement maternel, normalement, dans les conditions faisables, acceptables, comme on a l'habitude de dire, c'est dans les 30 à 1 heure qui suivent l'accouchement, lorsque l'accouchement se fait par voie basse. C'est dans Le les premier 30 allaitement. Hein. Le premier allaitement, en fait. Il faudrait que dans les 30 minutes à 1 heure qui suivent l'allaitement, il faudrait que Qui suit déjà, l'accouchement. qui suivent l'accouchement, qu'on dépose déjà l'enfant sur le ventre de la maman et que progressivement, cet enfant, en fait, il rampe, vous allez voir, il rampe tout seul et il commence déjà il est attiré par l'odeur, en fait, des glandes qui ont été sécrétées pendant la grossesse et il commence déjà par faire ses premiers tétés. Voilà. Et ça dure combien de temps? Alors, en moyenne, c'est une bonne question parce que en moyenne, un allaitement dure entre 30 à 45 minutes. C'est beaucoup. Ah, vous voyez? Vous savez, j'ai l'habitude de dire en consultation à mes patientes, en fait, que celui qui a produit, en fait, la physiologie de l'homme, ce n'est pas un commerçant. Ce n'est pas un commerçant parce qu'en fait, c'est pas un bénéfice qu'il cherche. En fait, tout a une chronologie. Vous savez, en fait, le lait maternel, pendant les 6 premiers jours, il est complètement différent du lait entre le 6e et le 14e jour. Et il est encore différent à partir du 14e jour. Les 6 premiers jours, en fait, on a le colostrum. C'est un lait qui est de couleur jaune-orangé. Et entre le 6e et le 14e jour, on a ce qu'on appelle le lait de transition, qui est un lait un peu plus épais que le colostrum. Et puis, à partir du 14e jour, en fait, on a le lait complet. Vous voyez? Oui. Et l'allaitement, en fait, doit durer environ 30 à 45 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, le lait, en fait, varie en fonction de la durée de l'allaitement. Au D'accord. début de l'allaitement, en fait, le lait est de couleur est beaucoup plus liquide et riche en glucides. Et donc, il contient beaucoup plus de glucides. Il est beaucoup plus liquide. Et au fil du temps où l'enfant tète, le lait s'épaissit parce qu'il est beaucoup plus riche en protéines. Et à la fin de la tétée, en fait, il est beaucoup plus riche en lipides. Et vous savez pourquoi? Non. Eh bien, il y a une très belle explication à cela. Il faudrait qu'en fait, les lipides surnagent au-dessus pour empêcher que le lait fasse reflux. Parce que quand le lait fait... Si par exemple, vous avez une maman qui vient, qui se plaint en consultation pour dire à chaque fois que je donne la tétée à mon enfant, le lait remonte très vite, ça veut dire qu'en fait, elle ne vide pas le sein. Elle ne vide pas le sein. Voilà. Donc il faut vider le sein. Il faut vider un sein. Moi, j'ai tellement de questions par rapport à l'allaitement. Oui, J'en ai oui, trois. je l'ai annoncé, le sujet, il passionne particulièrement Bruno Oh Soali. non, Eman, c'est pas ça. J'ai 3 questions que je vais vous poser. La première, c'est par rapport à l'allaitement. Quel est le temps indiqué jusqu'à quand on peut allaiter un enfant avant le sevrage? Parce que ça varie selon les occupations parfois de la mère, les exigences du père aussi parfois, qui veut vite récupérer son épouse, donc des mères du nouveau-né, innocent malheureusement. Autre chose aussi, c'est quelles sont les positions pour pouvoir allaiter un enfant, parce qu'avec le phénomène WhatsApp aujourd'hui, vous voyez des mères d'enfants qui mettent l'enfant dans une position vraiment inconfortable et qui sont attachés à leur téléphone. Parfois, l'enfant avale de travers, donc vous voyez en plein tété, l'enfant qui est obligé de commencer par tousser et tout. Même Donc, pas que WhatsApp. Hein. Moi, je suis allé dans un campement, dans un campement, j'ai vu une dame qui a mis l'enfant derrière, a sorti la tête par les aisselles, et l'enfant est en train de téter. Donc, Bon, on voit toutes sortes de tranquillement, positions. Ou des mères d'enfants qui vont au lit et elle se couche, elle fait coucher l'enfant et vous voyez l'enfant qui tète. C'est comme un adulte qui boit de l'eau couchée. ça fait bizarre quand même. D'accord. Et Donc, autre chose, troisième question donc, est-ce que les activités entre papa et maman peuvent influencer la qualité du lait maternel? maternel. De quelles activités parlez-vous? Bon, le lieutenant-colonel a compris. Alors, la première chose, pour la première question, c'était en fait jusqu'à quand on devait prendre du lait. Et à la première émission ici, si vous vous souvenez, quand on parlait des
de la dentition. La dentition. Ouais. En fait, l'allaitement, physiologiquement, est prévu pour durer jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Oui, jusqu'à ce qu'on 5-6 perde, ans. jusqu'à ce qu'on perde les dents de lait, Oui, on en a parlé la dernière fois. On en a parlé. normalement. Rassurez-vous, déjà, aucun père n'est prêt, Il n'est prêt à attendre ça. soutenir Et cette si thèse-là. on espère que le docteur serait des nôtres demain pour qu'on parle du sevrage, Herman. Oui, avec plaisir. Oui, pourquoi pas, le prolongement du sujet d'aujourd'hui. Déjà, aucun père ne soutiendrait cette thèse. Oui, donc de façon, pour pouvoir en fait, à cause des contingences de boulot, de tout ce que vous savez, en fait, on préconise en fait que l'allaitement maternel soit exclusif au moins pendant les 6 premiers mois, quand c'est possible. Ok. C'est très important les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois, et comme je l'ai dit en fait à la toute première émission, en fait, entre le 6e et jusqu'à 2 ans, j'appelle cela allaitement mixte, Ok. paternel et maternel. Papa tète un peu, l'enfant aussi tète un peu. Ah, papa, Allaitement miss, c'est plus moi qui ai parlé. sérieusement. Et puis à partir de... Donc on peut commencer déjà progressivement. Sinon, à partir de 18 mois, déjà commencer par préparer l'enfant au sevrage de façon progressive et à la lactation. Parce qu'il y a une différence entre le sevrage et la lactation. D'accord. Voilà. La Alors- lactation, c'est couper le lait, alors que le sevrage, c'est introduire autre chose que l'alimentation lactée, que le sein de la maman. D'accord. Voilà. La dernière question, tu avais 3 questions, n'est-ce Oh, pas? oui, je les ai toutes posées. Donc la deuxième question, c'est... Oui, est-ce que les poches positions Alors, dans lesquelles il faut mettre l'enfant? Il y a pour que- plusieurs positions en fait. Les positions se valent. La position la plus connue en fait, c'est la position assise. Et c'est très important. Il faut que la femme soit à l'aise. Et Comme sur ces images. voilà, il faut qu'elle soit à l'aise. Il faut qu'elle soit très à l'aise parce qu'en fait, la première chose, il y a certaines mamans, surtout quand elles ont déjà 2 ou 3 enfants, elles ont l'impression en fait qu'elles savent. Elles sont Elles sont expérimentées. expérimentées. Mais je reçois plusieurs mamans, et souvent celles qui ont 2, 3, à la 4e grossesse, quand je commence par leur apprendre comment est-ce qu'il faut positionner Elles le sont bébé, agacées. elles se demandent, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et quand elles se rendent compte en fait qu'elles sont beaucoup plus à l'aise quand on leur montre comment il faut positionner, tout de suite elles se disent, mais docteur, sincèrement, j'ai 3 enfants et je vous promets que c'est la première fois que on m'apprend à positionner mon bébé. Il faudrait qu'elle soit à l'aise en fait. Il faudrait qu'elle s'asseye. Je demande souvent au moment de choisir en fait le meilleur fauteuil de la maison. C'est-à-dire, nous avons perdu une culture en Afrique. Ouais. En Afrique, en fait, avant, au bon vieux temps, lorsque une maman accouche, en fait, c'est une reine. On lui Elle- cède le meilleur siège de... Au moins 2 à 3 mois, elle ne fait plus rien. C'est les autres qui font les travaux ménagers, préparent à manger. Donc, tout ce qu'elle a à faire, en fait, c'est dormir, Téter donner à l'enfant. téter. Les belles-mères arrivent. Voilà, tout le monde, en fait, l'entoure. Mais nous avons perdu un peu tout ça. Donc, ce que je demande au moment, c'est elle choisit le meilleur fauteuil de la maison où elle peut s'installer, se vautrer. Que une sorte de ligne entre la tête, le cou et le tronc. C'est le truc le plus important. Que la maman soit couchée, que la maman soit assise ou qu'elle soit penchée, il faudrait que la tête, le tronc et le cou de l'enfant soient en fait dans la même ligne. Il faudrait que ce soit qui vienne et non la mère qui aille vers l'enfant. Parce que quand la mère va vers l'enfant, elle aura mal au dos. Et au bout de 5 minutes, en fait, elle a tellement mal qu'elle n'a plus envie de téter. Vous voyez? Elle n'a plus envie de donner à téter. Voilà, donc du coup, il faudrait qu'elle se mette à l'aise et que ce soit l'enfant qui vienne vers elle, sans toutefois tourner la tête. Il faudrait que les 4 doigts soient en dessous du sein et que le seul pouce, en Le fait, pouce. soit au-dessus Pour presser. pour presser, en fait. Tout au long, Parce que- hein, tout au long, oui. Parce que souvent, les mamans, je ne sais pas comment elles font. Même une maman qui est primigeste, qui vient d'accoucher, dès que, quand elles arrivent, le premier réflexe, c'est madame, essayez de donner à téter comme vous le pensez. Le tout premier réflexe de toutes les mamans, c'est de faire le ciseau. Elles font comme ça. Et j'ai compris, en fait, pourquoi. Parce que parfois, elles ont des seins un peu plus gros. Donc, elles se disent que si je laisse le sein, ça va fermer le nez de mon enfant. Donc, elles ont tendance à vouloir basculer les seins pour essayer de protéger le nez. Et on leur explique tout simplement que si le nez est bouché, l'enfant va spontanément arrêter de téter.
Parce qu'il y a deux choses qu'on ne fait pas. Donc le sein ne va jamais étouffer un bébé. C'est pas possible. Si C'est rassurant. l'enfant sait qu'en fait, il n'a plus de possibilité de respirer, tout de suite, le premier réflexe, c'est qu'il va enlever le sein de sa bouche pour pouvoir essayer de chercher de l'oxygène. Donc, il ne va plus téter. Donc, tant que l'enfant tète, il faut savoir qu'il C'est a qu'il quelque respire. part, c'est qu'il respire. Donc, souvent, les mamans ne comprennent pas. Donc, je leur dis, non, ne vous inquiétez pas. Mettez-vous à l'aise. Et une maman n'a pas besoin de regarder son enfant pendant que l'enfant tète. Elle regarde ailleurs. Et je dis à toutes les mamans, pendant que vous donnez à téter, profitez pour vous reposer. Parce qu'il faut recharger les batteries. Et pendant que l'enfant dort, il faut profiter pour vous reposer. Parce qu'une maman qui donne à téter, en fait, quand elle finit de donner à téter, en fait, elle a l'impression qu'elle est vidée. Elle a la bouche sèche, elle a soif. Donc, elle a l'impression qu'on a enlevé toute une puissance d'elle. Et donc, elle est complètement fatiguée. Voilà. Et donc, il faut qu'elle profite, en fait, pour pouvoir recharger les batteries. Et quand elle finit de donner à téter à son enfant, il faudrait qu'elle profite aussi pour se reposer. Parce que si elle ne profite pas pour se reposer, quand l'enfant va se réveiller, parce que l'enfant n'a pas encore régulé son cycle de sommeil-éveil, quand il va se réveiller, ben, elle n'a pas le choix, elle est obligée de s'en occuper. Et donc, du coup, si elle se repose moins, elle va produire moins de lait. Et donc, du coup, de fil en aiguille, en fait, ça va se répercuter sur l'enfant. Et elle doit également bien se nourrir, évidemment. Exactement. Alors, quel est l'intervalle? Un enfant doit téter combien de fois par jour? Un Alors, nouveau-né. Au début, je n'ai pas répondu à la dernière question, je crois. C'était quoi? Ouais, vous êtes bien vigilant. Voilà. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Parce que et pendant les 6 premiers mois, on est sûr qu'il n'y a pas de retour de couche quand l'allaitement maternel est vraiment exclusif. Et après, à partir du 8e ou 9e mois, du 6e mois, quand on commence par introduire autre chose que le lait, le retour de couche peut venir. Donc c'est là où il faut faire attention parce que souvent, hop, on chope une grossesse et puis... Et il faut savoir une chose, même si vous chopez une grossesse en plein allaitement, il ne faut pas arrêter l'allaitement. Le lait qui est là, c'est pour celui qui est là. Donc celui qui va venir plus tard aura son lait. Ah bon? Ah oui. Ah, parce que beaucoup de femmes Oui, pensent beaucoup que de femmes, si cet effectivement. accident-là arrive, Oui, il faut en même temps c'est le but sevrer de l'autre ces et que voilà, ce n'est plus exactement. un lait pur que Exactement. le bébé existant est en train de tester. C'est le but de ces émissions. D'accord. Il Donc faudrait le qu'on lait fasse- qui est là, c'est pour le bébé qui est là. d'accord. Comme Pour je l'ai- celui qui vient, Celui viendra. qui a créé la physiologie de l'homme, ce n'est pas un commerçant. Ah non. Vous insistez Alors, tellement docteur, dessus. l'intervalle... Pour finir, bien sûr, oui. Pour finir. Oui. On a tellement de questions. Oui, Le mais temps peut-être- de on va, questions. on va peut-être continuer demain. On peut déjà parler de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes dans la semaine de Nous sommes de la l'allaitement. semaine de l'allaitement et c'est passé inaperçu, vous voyez. Alors qu'il y a Herman, tu étais au courant? Bien sûr, bien Bono, sûr. toi? Non, je n'étais pas au courant. il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit? L'intervalle... En fait, un enfant tète en moyenne 8 à 12 fois par jour au début. Et puis, progressivement, ça commence par aller à toutes les 3 heures. D'accord. 8 à 12 fois par jour et progressivement toutes les 3 heures. Mhm. Et au bout de 3 mois, vous allez voir spontanément, lui-même va prendre son rythme. Quand il va commencer par prendre du poids, il va commencer par diminuer 6 fois par jour, ainsi de suite, jusqu'à 6 mois. D'accord. Voilà. Merci, docteur. Alors, On continue demain. Herman me faisait signe depuis. ouais, ben, je voudrais simplement dire, en fait, je voudrais insister sur 2 choses concernant l'allaitement. Là, ce sont les prolongations. Oui, les prolongations. Alors, il faudrait savoir une chose. Et le lait est sécrété, en fait, par l'ocytocine. Et ce que les gens ne savent pas, en fait, l'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir. C'est L'hormone du plaisir. du plaisir. OK. Et c'est cette même hormone, en fait, qui produit le lait. Alors, il faudrait qu'on commence par faire comprendre aux hommes que, en fait, c'est eux qui font que la femme produit du bon lait. Parce que souvent, on a l'impression que l'allaitement, c'est seulement l'affaire des femmes. Vous avez vu, on a parlé tout à l'heure, on n'a pas parlé de la place des hommes. Parce que souvent, quand la femme accouche, si elle ne ressent plus l'affection que son homme ressentait pour elle avant et pendant la grossesse, tout de suite, ça peut couper sa production de lait. Parce que c'est la même hormone, en fait, qui fait qu'elle ressent du plaisir. C'est cette même hormone, en fait, qui lui permet de sécréter du lait, Du bon lait. du bon lait. Vous voyez? Donc, c'est la place. Et la deuxième chose, en fait, il faudrait, en fait, savoir que les jeunes mamans, il ne faut pas les laisser, en fait, dans les mains des belles-mères. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons de très bonnes habitudes. Et quand une jeune maman vient d'accoucher, c'est son mari, en fait, qui doit servir de garde-fou
pour lui permettre en fait d'être à l'aise, d'être dans de bonnes conditions, pour qu'elle puisse en fait bien donner à téter. Et parce que quand une femme accouche en Afrique, tout le monde vient donner des conseils de gauche et à droite. Et donc du coup, cette jeune maman est un peu larguée. Et donc il faudrait qu'on insiste là-dessus, il faudrait qu'on dise que ce sont les hommes en fait qui sont les garants d'un bon allaitement chez la femme. Vous retenez, hein, monsieur. Je savais que Bruno, Mylène tu as nous demanderait compris. si nous Herman, avons j'espère que tu as retenu la retenu. leçon. Non, la leçon est retenue. Et nous le savions d'ailleurs. Ah, d'accord. Ah ouais, nous le savions. Et Bruno, Sauf c'est que- un expérimenté. Je ne lui ai pas dit le nombre de galons qu'il a. Sauf que les conseils du lieutenant-colonel viennent renforcer cette connaissance-là. Merci à vous. Merci. Merci, docteur. Allez, merci beaucoup, docteur Romuald Aïtio Boton, médecin pédiatre. On espère vous retrouver demain. Demain, ce sera Pour le la DER, sevrage. demain, ce sera la clôture. Et vous allez nous parler du sevrage, comme pour dire comment Que c'est la fin clôturer, de comment- l'allaitement des téléspectateurs avec la Exactement, parenthèse. parenthèse. Merci. Mais avant demain, il y a que cette émission du jour se poursuit et on passe à la rubrique Mode. Mode, c'est avec Rebecca Kenyamudi. Il y a eu un tout petit peu un remue-ménage par ici sur ce plateau. Oui, madame, entre-temps, nous a rejoint. Rebecca aussi nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de Chapeau Bibi. Rebecca, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman Amégan, bonjour Mylène Fanou, bonjour Bruno et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Rebecca. C'est pour toi, tu es en train de prendre en même temps, c'est vrai? Je prends le mien aussi. Et vous allez placer On peut ça où? t'avouer. Vous n'êtes pas quand même. Et puis, voilà. Papa, Hmm. comment vous le faites? Ah, voilà, je pensais ça? que tu savais. Voilà, on est en mode Chapeau Bibi. Il faut Bon. que tout le monde soit en mode Chapeau Bibi. Mylène, Ah non, voici moi je pour toi. préfère. Mylène, l'autre, non, Bruno, ceci, non. c'est bon. Bruno peut prendre ça là, parce que ça fait blanc-noir. Je te le laisse. Bon, Merci. Bruno, voici pour toi. Moi, je le garde. J'espère qu'on garde et on rentre avec. évidemment. Non, 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 on on rentre rentre pas pas avec. avec. Non, ça reste Non. sur le plateau. Ça reste. Ça reste sur le plateau. C'est bien ça. Voilà. Ok. C'est quoi ça? Oui, Chapeau Bibi. Les hommes. Oh. Rebecca, dis-nous tout. Alors, depuis plusieurs années déjà, cet accessoire a refait surface dans les vitrines des magasins avec son charme rétro. Il est très apprécié par les femmes lorsqu'elles se rendent aux courses hippiques. Vous l'aurez sans doute deviné, c'est le bibi qui habille votre tête et vous rend tellement séduisante. Vous voyez? Je suis comme... Tu veux me dire que tu es séduisant. Ouais. On Bon, continue. même si je ne le disais pas. On continue. Bruno. Bon, Mais on te là, l'a on toujours n'a dit. plus le choix, on est obligé de te dire que c'est bien joli, quoi. Oh là, donc, Mylène, tu veux dire que si, si tu je- avais le en fait, choix, Non, mais je comptais le dire Tu dirais bien quoi avant que tu n'en Non, merci c'est bien. quand Bon, en même. plus, c'est assorti à la À la chemise, tenue, donc, ouais. voilà. C'est gentil. Alors, Couleur, quel est Avec couleur ça, jaune en fait. moutarde. Jaune moutarde. Ouais, Jaune moutarde. Ça me motive en plus. Mhm. Alors, quelle est l'origine des chapeaux Bibi? Comment est-ce qu'on confectionne ces chapeaux aujourd'hui? On en parle avec Thierry Deven Mikomba. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, dites-nous l'origine des Bibi. L'origine des bébés. Le chapeau était à la mode. Donc, à cette période, c'était les dames de très haute classe qui avaient l'habitude de porter ces grands chapeaux. Mais comme ils étaient tellement grands, les créateurs ont pensé à en faire de plus petits, d'où l'origine des chapeaux Bibi. D'accord. Alors, on en distingue combien aujourd'hui? Il y en a de plusieurs sortes, tellement innombrables, parce que toutes les fois, on peut en créer. Il y en a de diverses formes, avec de diverses matières, donc c'est vraiment innombrable. C'est un peu comme si vous me demandez combien de modèles de chemises il peut en avoir. On peut en créer tous les jours, à n'importe quel moment. Alors, parlons justement de la création de ces Bibi. On peut parler maintenant des accessoires. Comment est-ce que c'est fabriqué? D'accord. Il y a divers types de chapeaux Bibi, comme je l'ai dit tantôt. Les matières les plus utilisées sont le cinamé et le crinoline. Ce sont des matières qu'on trouve très difficilement, mais qui ont dans la fabrication des chapeaux Bibi. Et comme nous sommes en Afrique également, on peut en faire également avec du wax. Voilà. D'accord. Ça, c'est une nouvelle tendance parce qu'avant, ça ne faisait pas avec le wax. En gros, c'est ça. Donc, on peut y ajouter des plumes, des fleurs, tout type d'accessoires qui vous vient à la tête. Est-ce que le positionnement des Bibi sur la tête a une signification particulière? Parce qu'on voit qu'il y en a, le plus souvent même, c'est du côté.
On met ça de côté. Ça dépend de tout un chacun de nous. Personnellement, j'aime m'en mettre de côté. Je trouve que c'est plus élégant. Mais il y a des types de chapeaux bibi qui sont plus adaptés à les mettre comme des chapeaux ordinaires, tout droit sur la tête. Donc, ça dépend de chacun. Il n'y a pas de positionnement strict. On voit la reine d'Angleterre. Elle en met très J'allais souvent, dire que d'ailleurs. Rebecca ressemble à la reine d'Angleterre parce qu'elle a un truc. Enfin, C'est ce type, elle la affectionne. même forme. Qu'elle Ouais. prend Donc, souvent. c'est dit que quelque part, les chapeaux bibi, je dirais, projettent un peu du prestige. Justement, et cela m'amène à vous demander, est-ce que ce n'est pas réservé à une certaine catégorie? Au départ, oui. Mais de nos jours, non. Tout le monde a le droit de porter son chapeau bibi. Mais avant, c'était exclusivement pour les personnes de haute classe. Mais maintenant, c'est pour tout le monde. La classe de la bourgeoisie, Ah comme oui, on oui, le oui. disait en quatrième. C'est un signe distinctif auparavant. C'était pas pour les prolétaires. Oui. Non, 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 pas du tout. Vous pouvez même pas s'en Vous n'êtes pas permettre. gentil. Est-ce qu'au Bénin, vous avez l'impression que les dames l'ont adopté, ces bibis? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ce n'est pas comme en Angleterre. En Angleterre, on ne peut pas faire une cérémonie sans voir, pas une femme, de nombreuses femmes avec le chapeau bibi. Même dans des En pays Angleterre africains. et dans les pays africains, anglophones. il faut, Oui, même les pays anglophones, oui. africains. Ils ont- Aller au Ghana, Au c'est Ghana, très au Oui, au Ghana, au Nigeria. Nigeria, oui, ça, optez ça. Mais nous, les pays francophones, pas encore. Nous sommes encore lents. Mais ça va venir. Est-ce que c'est pas parce que c'est pas le coût aussi de ces chapeaux? Non, je ne crois pas. Pas le coût, pas du tout. Le chapeau bibi est très abordable, comme les chapeaux ordinaires. Non, c'est pas le coût. C'est peut-être la culture. On Ben, n'apprend ouais, pas à adopter cette possible. culture. Alors, à quelle occasion on peut mettre les bibis? Gala, mariage, dîner, Branche. brunch, voilà. Ce genre de cérémonie. Voilà. Beaucoup apparemment. serait... Pardon? Tu en sais beaucoup Ah apparemment. oui, juste un peu, pas beaucoup. Alors, tu aimes les bibis? Oui, Emma? particulièrement, Oui, j'affectionne mais beaucoup. tu n'en les veux bibis. pas. Toi, Mais tu quand en même pas pour venir au boulot, Bono. Ah, d'accord. Mais pour faire les émissions. Ouais, j'en ai déjà porté. Tu as juste... tu as simplement oublié, Bono. Mais j'ai pas fait attention. Certainement. Il y a des chapeaux bibi pour hommes? Malheureusement pas. Malheureusement, non. Oui, les hommes peuvent juste porter les chapeaux ordinaires. Ah, Pour le ne moment. pensez pas, On va y nous-mêmes, penser on est peut-être. fatigué des casquettes Des casquettes et quoi. Il y a des chapeaux de cow-boy. Uh-huh. Des chapeaux de cow-boy, on est fatigué. Les hommes n'ont pas besoin d'accessoires sur la tête. Ils sont beaux comme ça. N'est-ce pas? Ah, et les femmes, Ah, on n'est pas belles merci, comme ça, merci. c'est ça? Si on est belle, Merci, mais merci. on doit en faire Là. davantage. Voilà. Oh C'est- là. On est déjà beaux, on est déjà C'est mignons. fini, hein, on va plus entendre ici. Merci. Plus encore quand on sourit. Merci beaucoup. Non, mais dis que Thierry Deven Mikomba, je crois qu'elle a découvert une passion dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Je la connais depuis 11 ans. Pratiquement, oui. Waouh. Oui, je la Donc, connais vous depuis connaissez? 11 Si, je la connais depuis 11 ans. Et j'étais le garçon donné à son mariage. Vous avez les J'avais- images Ah, on aurait dû faire affaire ici. Il y a 11 ans en arrière, il ressemblait à moi. Oh non! Parce que je savais que vous allez demander à Ah, voir les photos. Mylène, Je les ai dans mon on sort les téléphone. images demain. Je les ai dans mon téléphone jusqu'à ce jour. Donc j'étais le garçon donné à son mariage. Et à son mariage, il a mis un chapeau bibi? 28 décembre. Non. Pas encore. 28 décembre. À l'époque, la 28 passion décembre n'était pas 2013. encore. On était le 28 décembre 2013, donc bientôt 7 ans. Voilà, c'est. Je l'ai vu, je dirais, découvrir cette passion-là et je l'ai vu se perfectionner dedans. Et je suis impressionné par sa capacité à apprendre parce que j'ai l'impression même qu'elle est, je dirais, autodidacte dans la fabrication des chapeaux bibi. Je ne l'ai pas vu suivre des formations, enfin, d'une certaine taille pour pouvoir parvenir à ça. Donc, je crois que les chapeaux bibi, juste en l'observant, je sais qu'il faut beaucoup de créativité aussi pour y arriver. Et elle est vraiment un témoignage vivant de ce que lorsque on veut faire quelque chose, on peut vraiment le faire. Quand je regarde les confections aujourd'hui, je suis simplement Bluffé. bluffé par ce qu'elle fait. Et voilà, j'aurais voulu être femme aussi pour Oh pouvoir là. en bénéficier. Mais Oh là. elle vient de dire clairement qu'il n'y a pas de chapeau Bibi pour les hommes. On peut y penser hein, à l'avenir. On peut y penser. On Ce va serait souffrir comment? d'être là. Sobre, noir, Ou sans- peut-être sans juste souci. je ne sais pas, au niveau des poches. Elle en fait aussi, peut-être parce que ce n'est pas le thème du jour. Elle fait de Ok, ce genre d'accord. de choses. Elle confectionne des cravates aussi
En paille, tissu, en ouais. tissu, en En tissu. tissu, voilà. action. Elle est vraiment dans, Dans tout. ouais, Dans la Dans la créativité. créativité. elle est dans la créativité. Donc voilà, félicitations à vous et courage dans ce que vous faites parce que c'est pas simple. Alors, parlons justement de créativité, de formation, Raymond. Vous permettre. Comment vous faites aujourd'hui quand même pour amener les jeunes filles à adopter aussi ce style, à savoir confectionner elles-mêmes leur bibi? Ok, d'accord. Pour savoir confectionner, je n'ai pas encore commencé à apprendre. C'est vrai que je prévois faire une formation dessus très bientôt. Voilà, parce que moi-même, je ne me sens pas encore très parfaite pour apprendre. Ah. Je vais le faire quand même avant la fin de l'année pour montrer le peu que je connais à les personnes intéressées, parce que de nombreuses filles sont intéressées de nos jours. D'accord. Oui, la question d'avant. Non, je demandais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour susciter quand même l'envie de mettre les bibis. Vous Déjà, avez dit qu'au Bénin, ça ne se fait pas encore. Les dames ne l'ont pas encore adopté. Déjà, Juste j'en pour mets tout le finir. temps. Personnellement, j'en mets tout le temps. C'est quand on voit, ça suscite une certaine envie. Voilà, ça, c'est un. Ensuite, je publie beaucoup pour permettre aux personnes, excusez-moi, qui ne connaissent pas, de voir de quoi il s'agit. Et les photos que je publie, généralement, ne sont pas les photos forcément de ce que moi j'ai fait, mais de comment ça se porte ailleurs, lors des mariages, comment les demoiselles d'honneur portent des chapeaux bibi, ou bien lors des cérémonies, comment ça se porte. C'est pour susciter l'intérêt au fait des jeunes filles. Et ça marche. Terry Deven Mikomba, merci. Une Congolaise, hein, devenue Oui, une béninoise. Congolaise. Elle a fait Parakou. Ah bon, vous comprenez C'est- la c'est- langue c'est une- c'est une vraie béninoise. C'est ma patrie. Le Bénin, et Parakou, c'est mon pays d'affection. Waouh. C'est ma pays d'affection. Donc, on fait un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Parakou. Parakou. Oui. Oui, tous ceux-là qui nous suivent depuis la cité des Kobourou, comme on le dit. Pourquoi Voilà. vous me regardez? Tu n'as plus le droit de te regarder. Et on fait un coucou particulier à Elliot, à Emmanuel et à qui d'autre? Ayan. À Yann. Merci beaucoup, Wembon, ce sera tout. Et on a oublié la patronne en chef. Où on est ceux-là? Ah, on peut le dire, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Et on fait un coucou aussi à qui d'autre? C'est fort. Sephora. Voilà, ils se reconnaîtront sans nul doute. Allez, juste derrière vous, on garde les chapeaux bibi sur les têtes pour faire un tour au marché. Mais pas n'importe quel marché, le marché des transferts. C'est dans Melexix Sport. Lexix Sport, c'est avec Bruno Soali qui reçoit pour nous aujourd'hui un invité assez rare que le spécialiste reçoive un autre spécialiste. Bruno? Oui, quand On des parle. sujets vous dépassent, quand des sujets sont profonds à creuser, il faut faire appel à des spécialistes. Et l'homme que nous invitons ce matin, vous le connaissez tous, vous connaissez un peu sa science du football, sa connaissance du football. Donc, il est mieux placé pour nous en parler puisqu'il a été au cœur de ce dont nous voulons parler au cours de sa carrière. Nous allons parler du Mercato, Herman, et en compagnie donc de Ouzero Abdoulaye, notre Ouzero national. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pas facile d'être ici ce matin. Non, c'est facile. Vous n'êtes pas un lève-tôt. Je ne suis pas un lève-tôt, mais c'est plutôt facile parce que quand on est sur un plateau avec d'aussi charmantes dames. Voilà. Ouais. Bon, Merci. c'est fini. Bonne entrée. C'est le revers. C'est la bonne entrée. Ah oui, c'est la bonne Ou bien entrée. c'est la masterclass. C'est le Ça revers, motive, c'est le quoi. revers. Très facile. Vous avez allumé la journée des gens. Elles vont découper cet extrait-là juste de l'émission, mettre ça en statut. Alors, Ouzero, on parle aujourd'hui, Herman, on parle aujourd'hui de Mercato. Alors, c'est quoi le Mercato? Déjà, le mercato, il faut dire que c'est un mot italien. C'est un mot italien. Et puis, c'est la période où les clubs de football sont autorisés à faire des transferts ou des prêts de joueurs. Personnellement, j'aime pas cette expression parce que là, on parle quand même des êtres humains. Donc, parler du marché des humains, je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est comme du bétail sur Exactement. Comme marché à bétail. Exactement, on parle du marché des êtres humains, donc je trouve le mot un peu trop fort. Préféré. Mais c'est parce qu'on en parle en italien que ça ne choque pas. Si on devait dire le marché tout le temps, Le marché des je suis transferts. sûr qu'on l'aurait changé depuis très longtemps. Mais bon, puisque ça se passe ainsi, on continue Un être humain n'a pas de sur ce goût. chemin. Exactement. Alors, il y en a deux.
Oui, il y a deux estival. mercatos. Il y a le mercato d'été et puis il y a le mercato d'hiver. Hivernal. Maintenant, on parle du mercato d'été, du mercato d'hiver parce que en Europe de l'Ouest, les saisons se déroulent, je dirais, sur 2 années civiles. Parce que les saisons commencent généralement en septembre pour finir en mai. Donc il y a un premier mercato en été, c'est-à-dire en juin-juillet. Il y a un deuxième mercato en janvier. Par contre, en Angleterre, il n'existe pas de mercato en janvier. C'est le seul pays en Europe de l'Ouest, où il n'existe pas de mercato en janvier. Par contre, Donc, si vous ne faites pas vos affaires à l'été, c'est fini. C'est terminé parce que traditionnellement, en fait, en Angleterre, les mois de décembre, c'est les sont mois les plutôt plus chargés. Exactement. C'est Le les plus Boxing Boxing Day. Le Boxing Day, voilà, traditionnellement, parce que les On familles va vont... revenir sur le Boxing Day la saison prochaine, peut-être. Les familles vont au stade avec les enfants, c'est Noël, voilà, les matchs s'enchaînent. Donc en Angleterre, il n'y a pas Le d'arrêt. 1er janvier, on est au stade. On est au fait stade. le nouvel an au stade. Pendant que d'autres sont Exactement. avec la famille Exactement. ou dans les bars, les autres sont au stade. Ah ouais. Et c'est Les chic. jours au foot. Le 25 décembre aussi, on est au stade. Le ou pas 25 Oui, décembre, le le 25, 25, 26, exactement. le 1er et le 2. et le 2, Un peu comme ça toujours se chaud. passe aussi en NBA, je crois. Il y a le 25, la nuit du 25, il y a un match de NBA. Ils appellent ça, une grande j'ai nuit, oublié le nom. une grande nuit de basket généralement. Maintenant, il faut dire quand même que cela se passe uniquement en Europe de l'Ouest parce que les saisons aussi, quand même, on débute les saisons par rapport au climat. Parce que quand vous allez en Europe de l'Est, par exemple en Russie, c'est pas possible de jouer en janvier ou en décembre. L'hiver est rude Vous allez et geler. lent. Exactement. L'hiver est rude et lent. Donc là-bas, la saison se déroule sur une année civile en fait. Ça commence souvent en mars pour finir en octobre. C'est pareil pour l'Europe du Nord, en Finlande, au Danemark, en Suède. C'est la même chose. Alors, y a-t-il des lois ou des règles qui encadrent le mercato? Parce que le marché des transferts, vous vous rendez compte qu'il y a souvent tellement de règles, tellement d'obligations et tellement d'implications, autant pour le club de départ du joueur que pour le club d'accueil. Et il n'y a pas forcément de règles parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les contrats ne sont plus respectés. Vous avez beau avoir un contrat de 5 ans, mais vous pouvez toujours partir après 1 an. En clair, l'argent guide tout. Exactement. Donc vous pouvez toujours partir à tout moment. Voilà pourquoi d'ailleurs on a essayé de trouver cette période-là, parce que sinon les clubs les plus riches auraient pu prendre des joueurs des clubs les plus pauvres à tout moment. Donc voilà pourquoi on a essayé d'encadrer cela et de choisir une période donnée afin que ces joueurs puissent être transférés. Donc il n'y a pas forcément de règles, que vous soyez en contrat ou sans contrat. Je pense que c'est la bonne période pour être transféré. Maintenant, il faut dire aussi que le mercato, c'est vrai, c'est valable pour les joueurs sous contrat. Par contre, quand vous n'avez pas de contrat, exactement, vous pouvez signer à tout moment. D'accord. Ça dit, il n'y a pas de limite pour vous, que le championnat ait débuté après 2-3 journées, vous pouvez signer à tout moment. Et cela m'amène à vous poser une question. Lorsque vous avez un contrat en cours avec un club, qui fixe le montant du transfert? Quelle est l'implication de votre agent de joueur? Et lorsque vous êtes en fin de contrat, vous êtes donc libre de tout engagement. Qui fixe en ce moment-là aussi le montant du transfert, puisqu'apparemment à ce moment, vous êtes propriétaire de vous-même? On parle souvent de valeur marchande. Ça dépend du talent déjà. C'est fixé par rapport au talent du joueur. Si vous êtes un joueur libre et que vous êtes talentueux, on l'a vu dernièrement avec Lionel Messi qui aurait pu partir à Manchester City. On a parlé un peu d'une prime de signature de 250 millions de francs d'euros. D'euros, pas de francs CFA. Moi, j'aurais peut-être eu 250 millions de francs CFA. Vous rêvez de 700 pour vous-même. Exactement. Je n'ai pas le talent de Messi. Donc, en fait, c'est par rapport à votre talent que vous soyez un joueur libre ou pas. Parce que même quand vous avez un contrat, ça dépend aussi du nombre d'années de contrat qui vous reste. Parce que si vous reste 1 an de contrat, c'est clair que vous coûtez moins cher qu'un joueur à qui il reste 3 ou 4 ans de contrat. Parce qu'en réalité, vous rachetez les années de contrat restants. Voilà pourquoi les clubs s'empressent d'ailleurs à faire re-signer les joueurs. En ce moment, on parle de clause libératoire? Non, la clause Vous allez libératoire, nous en parler aussi. Oui, la clause libératoire, c'est autre chose. Le montant du transfert, c'est autre chose. Il est fixé en fonction du talent du joueur. Par contre, la clause libératoire, elle n'existe pas dans tous les pays, par exemple. En France, il n'y a pas de clause libératoire. C'est beaucoup plus en Espagne qu'on parle de clause libératoire. Exactement. Parce que les pour joueurs, Lionel Messi, on parlait de 700 millions d'euros pour Lionel Messi. Exactement. C'est pour blinder, comme vous l'avez dit, c'est pour blinder les joueurs, éviter que les joueurs partent.
facilement. Parce que si on doit fixer le montant du transfert par rapport au talent du joueur, je pense que parfois ça devient facile parce que le joueur il peut se blesser, il y a d'autres aléas. Par contre, quand il y a une clause libératoire, on sait que le joueur qui soit en forme ou qui soit blessé, sa clause libératoire, elle doit être respectée et sans l'argent. Du coup, dans les pays comme l'Espagne, à cause de la clause libératoire, les clubs s'empressent parfois de prolonger le contrat des joueurs dont ils sentent que dans 2-3 saisons, ils auront un talent énorme. Ils s'empressent de prolonger. On a vu le Barça qui avait prolongé Quel est en fait le Umtiti délai de jusqu'en prolongation 2023, etc. d'un contrat? J'ai pas bien compris le Quel est délai. le délai, en fait, à combien de temps de la fin d'un Fin d'un contrat, contrat. on est obligé soit de renouveler ce joueur ou de ne plus le renouveler et de le laisser libre? Non, il n'y a pas un délai. Je dis, un joueur à qui il reste 5 ans de contrat, si vous avez envie de le prolonger, vous pouvez le prolonger encore d'1 an. Et le Barça le fait si Le bien Barça le souvent. fait exactement. Vous pouvez encore le prolonger d'1 an. En fait, c'est pour dire au joueur, continue à lui. C'est pas forcément, on sait très bien que le joueur ne partira pas, mais c'est pour quelque chose dit au joueur, continue à lui. Voilà pourquoi on le prolonge. Donc, les clubs comme le Barça ou le Real Madrid signent généralement des contrats de 3 ou de 5 ans parce que c'est des clubs qui prennent toujours de bons joueurs et ils n'ont pas envie de prendre le risque de perdre ces joueurs-là une fois à la fin du contrat. On a vu avec le Paris Saint-Germain ici, ils ont perdu de très bons jeunes formés au PSG, mais qui sont partis gratuitement parce que le Paris Saint-Germain n'a pas vite prolongé ses joueurs. On parle d'Adrien Rabiot. Monaco aussi, qui a De eu Christopher Nkunku, de Christopher on parle Nkunku. de Kingsley Tous ces- Coman. exactement. Tous ces joueurs-là qui sont partis gratuitement dans d'autres clubs, pourtant ils ont été formés au PSG. Ils auraient pu ramener un peu d'argent dans les caisses du club. Malheureusement, la politique sportive du club n'a pas été la bonne et ces joueurs sont partis libres. Mais aujourd'hui, on constate aujourd'hui une sorte d'overdose sur le marché des transferts. Un joueur moyen peut être vendu à 80 millions, à 100 millions, alors qu'on se rend compte que voilà. Vous voulez parler de Victor Osimhen? Bon, encore Osimhen, encore qu'il n'est pas moyen. Encore qu'il n'est pas Osimhen, moyen. Il n'est pas moyen. Il n'est pas, c'est vrai que ce n'est pas un talent immense, c'est pas un c'est pas dans talent la immense. catégorie de Didier Drogba, de Samuel Eto'o, Non, mais loin de là encore, loin de là. c'est quand même un joueur intermédiaire, comme on le dit. Bon, avant, on va. Les femmes. Si on devait vendre Rebecca à TF1. Attends, avant même ça, moi j'avais une question. Le mercato se passe uniquement dans le milieu du sport. Non. Non. Au niveau des journalistes aussi. Il y a le mercato Dans des d'autres pays, animateurs dans de d'autres sport. pays, il y a, dans d'autres en France, pays, même je au parle de Cameroun, exactement. il y a le Le mercato mois des de journalistes. Au septembre. Bénin, ça n'existe pas? Pas encore. Vous êtes dans la presse, vous le savez. Tu vas quitter ici pour... Vous êtes en contrat avec une maison de presse et Oui. une autre maison de presse vous suit de loin et aime bien votre prestation. Par exemple, Herman anime la parenthèse. Il y a Voilà. peut-être, je ne sais pas, les promoteurs de Canal 3, je ne sais pas, au TV5 qui le suivent et qui sont intéressés par ce qu'il fait. On peut Au niveau de la solliciter presse, ces services quand même, et ça en se Europe, passe Le administrativement. mercato, il est vraiment assez. mouvementé. Ouais, exactement. On parce voit que des souvent- animateurs quitter d'autres. Qui- Cyril voilà. Hanouna, il en a vraiment. il en On a vu Grégoire Margoton qui a Margoton, quitté pareil, Canal Canal pour TF1 pour aujourd'hui. TF1. On a même Fait vu le match. Pujadas. Ouais, Pujadas, voilà. c'est vrai qu'entre-temps, il a quitté le 20h. Enfin, on l'a débarqué du 20h, mais il a rebondi ailleurs. Ouais, Donc, exactement. Maintenant, voilà, pour répondre à la question de Herman, en réalité, ça dépend du lobby. Quand vous avez un manager fort, un agent de joueurs fort, vous coûtez très cher. On a remarqué quand même il y a des agents de joueurs aujourd'hui les plus célèbres, que ce soit Georges Mino- Mendes, Mino Raiola. Mino Raiola. Avant lui, il y avait Jean-Pierre Bernès, un Français qui est très fort. Il y a Mino Raiola, Jorge Mendes, qui ont les meilleurs joueurs. Donc, ces messieurs, ils arrivent à négocier les contrats On a de vu leurs le transfert de Pogba par joueurs. De exemple. Pogba, exactement. Et le rôle joué par l'agent de joueur. Quelquefois, d'ailleurs, je trouve que ces transferts sont démesurés parce que les joueurs valent moins que ça. Mais c'est comme Herman parlait d'overdose, c'était à justice. le lobby, l'aura du manager fait que ces joueurs-là sont vendus très très cher. on avait Pogba vendu à 100 millions. 100 millions d'euros. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une anarque. Alors, sous nos cieux, les mercato, c'est quoi? Le mercato au Bénin, ça Comment donne ça quoi? se passe? Ça s'ouvre quand? C'est Ça beaucoup se plus referme quand? amateur. Mais évidemment, le championnat il est amateur. Les donc joueurs sont vendus à combien? Parfois, ça, j'ai pas envie. Ne laissez pas, non. parfois, ça se fait sur un coup de fil entre président. On appelle le joueur, bon, écoute, fais tes bagages, tu t'en vas. Tu quittes un club X pour un club Y demain. Généralement, ça se passe ici. Au Bénin, Un il y a président. il faut dire, il n'y a presque pas de marché, puisqu'il n'existe pas une économie du football, en réalité. Parce que Il quand on parle de n'existe pas marché, encore. il n'existe pas encore. Je pense que On ça va va en parler venir. tout à l'heure, on parce va en qu'on parle de parler. professionnalisation du sport. Ça va venir bientôt. Il n'existe pas d'économie du football au Bénin. Donc, c'est compliqué quand même de transférer des joueurs. Donc, généralement, ça se passe. C'est souvent les joueurs dont on n'a pas besoin qui partent. En réalité, au Bénin, c'est ça. Quand on n'a pas besoin de vous, là, vous partez. Vous allez déployer les joueurs à qui on va demander à la reprise de la Vitalo
de bouger. Ben oui, c'est la réalité. Parce que déjà, les joueurs du Bénin ne partent pas assez dans les autres championnats. Donc le mercato interne, il est plutôt très très léger. Voilà, ça se passe. Ça passe On n'a jamais les coûts de transfert. Hein. On n'a pas les prix de signature. Il n'y a pas d'économie du football. Non, c'est un truc pour prendre le thé parfois. Donc on ne peut pas pour le moment, c'est ça. C'est juste pour C'est prendre un le truc thé à tasser les matins. Parfois, c'est quelques sous plus quelques. Mais là, j'aimerais quand même rajouter que. Ça, c'est pas mieux la galerie. J'aimerais rajouter que qu'on peut toujours embaucher des joueurs hors mercato. Parce qu'il y a D'accord. oui, il y a le. C'est important de le préciser. Oui, on peut recruter des joueurs hors mercato, mais il y a certains, dérogations. exactement, il y a certains critères. Par exemple, on parle du joker médical. Quand vous avez un gardien de but blessé, vu que le poste de gardien de but c'est un poste spécifique, vous avez souvent généralement 2 ou 3 dans un club. Quand il y a un qui est blessé, on vous autorise à recruter un autre en cours de saison. Enfin, quand il est blessé pour une longue période. Pour une longue période. Au moins Pour 3 la mois. saison, ça annonce presque morte pour lui. Exactement, d'indisponibilité. Au minimum 3 mois. Là, vous pouvez être recruté très, très facilement. Par contre, en France, quand un joueur est blessé en équipe nationale et qui joue dans le championnat français, son club a la possibilité de recruter un autre joueur hors période du mercato. Ça aussi, c'est une spécificité française. Il y a aussi un troisième cas où un joueur libre de tout contrat, qui n'a pas de licence avec un club, peut être recruté à tout moment, à condition qu'il soit dans le pays, qu'il ait déjà joué la saison écoulée dans le pays. Comme en France, par exemple, si vous n'avez pas de contrat et qu'on est en novembre, vous pouvez signer dans un club français à condition que la saison d'avant, vous ayez joué dans un autre club français. Et bien, enfin, il n'y a pas que spécifiquement, je crois, le poste de gardien de but, même un joueur blessé. Voilà pourquoi je parle de Dembélé, oui, c'est exactement. Barcelone. Il a été remplacé par Martin Braithwaite. Braithwaite Qui évoluait déjà. C'est une blague. C'est une blague. Qui évoluait en n'osait pas. Espagne, donc ça a été très très facile pour lui. Ouais. Bruno, merci. C'est moi. Allez, cette émission va se poursuivre au zéro. Vous restez avec nous, on va faire un tour sur la toile. Mylène, rassurez-nous que la boisson est abondante. Elle est bonne. Elle est bonne, Oui. n'est-ce pas? Avant de retrouver donc tout à l'heure le forum de discussion où on parle de professionnalisation du sport, est-ce que le Bénin est sur la bonne voie? Nous allons chercher à le savoir. Ce sera tout à l'heure avec vous déjà au Zéro Abdoulaye avec Imoru Bouraïman, membre de la Fédération béninoise de football, Jacques Okumasso, président de la Fédération béninoise d'escrime. Restez donc avec nous tout de suite, c'est Vu sur le net. Vu sur le net, Mylène, première image. Oui, première image. D'abord, déjà en couple, il nous arrive d'avoir des embrouilles, quelques soucis. Et la plupart du temps, on attend que le conjoint fasse le premier pas. Alors, première image. Quand vous êtes tous les deux fâchés et attendez que l'autre s'excuse en premier. Chacun dans son coin. Oui, chacun dans son coin, vraiment. On attend, quoi. Oui, on attend. Soit ou c'est l'homme Bon, la ou plupart du temps, c'est la femme qui... fait le premier Non, pas. je ne sais pas sur quelle je ne crois pas. statistique. Ça, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, elle est fatiguée. Non, mais à un moment donné, elle est fatiguée. Mais tu as quoi? Elle pose la première question. Les hommes, vous êtes là Bon, avec je pense votre que- ego. Je pense que ce genre de situation en couple, Herman, c'est beaucoup plus l'expression même de l'orgueil, où chacun reste dans sa position, estime que c'est l'autre qui doit s'excuser. C'est déjà même une manière d'exprimer que vous pensez toujours avoir raison. Parce que voilà. Comme le dit l'autre, Et comme Rebecca le dit, bon, généralement, c'est vrai, parfois il y a des femmes qui font le premier pas, mais quand ça devient monotone aussi, ça fatigue celle-là qui s'est excusée pendant longtemps, souvent en premier. Donc Comme le après, dit ça l'autre, devient vous êtes en bruit compliqué. avec votre conjointe, elle est en ligne, vous êtes en ligne, mais personne n'écrit en premier parce que l'ego aussi est en ligne. Allez, C'est bien ça. deuxième image. Oui, deuxième image, nous le savons, femme, Rebecca, tu l'as certainement déjà vécu plusieurs fois. La plupart du temps, quand une femme apprécie peut-être un haut ou une chemise chez l'autre ou des boucles, un ensemble, quand on va vers l'autre, lui demander, je sais pas, avoir des renseignements si possible, savoir où elle a acheté. Généralement, c'est plus, bon, on me l'a envoyé, Ouais, c'est ouais. un cadeau, je ne sais Ah pas ben, comment je connais quelqu'un qui fait ça l'avoir. très bien. Quand quelqu'un me demande le secret de mon teint, voilà, je lui montre C'est quoi la colonne de la douche. Oh là. Bon, c'est parce que je me douche bien que j'ai un teint si, Oh non. si éclatant, C'est si beau. exagéré. Non, mais sérieusement, ça se passe comme ça. Chez Ou les c'est femmes. juste, on te dit, bon, je me lave matin, midi, soir. D'ailleurs, aussi, ouais, une claque, si J'ai quelqu'un un vient vous résultat. demander le secret de votre teint que vous lui indiquez, voilà. Alors, c'est- troisième Troisième image, image. belle déclaration d'amour. Ah, Natacha, quand je suis avec toi, j'oublie tout. La fille qui répond, moi c'est Ingrid.
Le monsieur réplique, ah, tu vois, c'est vrai. Non, en fait, c'est parce qu'il oublie tout vraiment là-dedans. Non. Sauf qu'ici, il a mentionné un autre non significatif, probablement. La suite. Quatrième image, l'amour est fini, je ne veux plus de cette relation. L'homme qui répond, mais bébé, on vient de loin. Et l'autre qui réplique, oui, nous sommes arrivés. On vient de loin, nous sommes arrivés. Je reprends. Ouais. L'amour est fini. Je ne veux plus de cette relation. Bon, elle veut plus de cette relation. Elle veut arrêter. Et l'homme qui répond, mais bébé, on vient de loin. Et la Oui, femme qui elle est réplique, arrivée. oui, nous sommes arrivés. Oui. On vient vraiment de loin. La suite. Dernière image. Cinquième, Et dernière image. Hermone, Oui, cinquième et dernière image. que chacun donne un titre à sa relation actuelle. Il y a quelqu'un qui répond, El Diablo. Ah. Vous comprenez déjà. Donc, Mylène, on Une va toute dernière. une toute dernière. Ouais. Oui, une toute dernière. Chaque Adam a son Ève et chaque Ève a son Adam. Si toi tu n'as personne, alors c'est toi le serpent. Oh là. C'est pas joli ça. Alors, pour une conclusion, ça en est vraiment une. Merci, Mylène. C'était vu sur le net. Et on va installer donc le forum de discussion où on parle de professionnalisation du sport. C'est tout de suite, mais avant, un tour au service commercial pour les annonces et communiquer. On revient juste après, dans 3 minutes. Communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Il est revenu au ministre de l'Économie et des Finances la recrudescence du phénomène de rejet de pièces de monnaie et billets de banque émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, au motif que les pièces de monnaie sont altérées, lisses, auraient perdu leur éclat ou que les billets de banque sont froissés et ne seraient plus valables. Cette situation a entraîné des incidents dans plusieurs localités où des transactions entre agents économiques n'ont pas pu se dénouer. Le ministre de l'Économie et des Finances tient à rassurer les populations que les pièces de monnaie lisses ayant perdu leur éclat ou mutilées et les billets de banque froissés émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont toujours coût légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Ils ne peuvent donc pas être refusés dans le cadre des transactions économiques. Le ministre de l'Économie et des Finances rappelle aux populations détenant des pièces de monnaie mutilées ou devenues lisses, ainsi que les billets de banque froissés par l'usage, qu'elles peuvent procéder à leur échange gratuitement au guichet de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En tout état de cause, le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UEMOA est puni par les tests en vigueur. Ceci est un communiqué du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. Ça y est, c'est parti pour la promo rentrée 2020. Écoles, librairies, bibliothèques, acteurs et institutions intervenant dans l'éducation, c'est votre aubaine. Du 5 septembre au 5 octobre 2020, bénéficiez de 30% de réduction sur nos prestations. Infoline 69 70 55 55. Promo rentrée 2020, c'est maintenant ou jamais. Nous apportons toujours des solutions quand nous sommes là et bien entendu... Vendez, achetez, communiquez. C'est sur votre émission Quoi acheter. Ça prouve que votre émission est suivie. Parce que nous sommes corrects, très corrects en affaires et ce sera gagnant-gagnant. Entreprise, particulier, promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Vous désirez connaître les bons plans du moment. Le seul canal incontournable, c'est Quoi acheter. Prenez par le rendez-vous télé des bonnes affaires. Et soyez visible sur l'ORTB tous les mardis à 21h et les mercredis à 12h30. Infoline 66 29 60 60. Quoi acheter? Le bon réflexe achat. Nous
Parlons aujourd'hui donc professionnalisation du sport au Bénin. La question qu'on se pose est est-ce que le Bénin est sur la bonne voie? Et pour en parler, on est avec Imourou Bouraïma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Fédération béninoise de football. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est bon. On est aussi toujours avec Ouzerou Abdoulaye, ancien footballeur, entraîneur de football de la sélection féminine dames junior. Merci d'avoir répondu à notre invitation aussi. Et on est toujours avec Bruno Swali. Bruno, merci d'être là. Ouais. Et toujours. Alors, je l'ai annoncé il y a peu, le Bénin a annoncé une série de réformes concernant son sport, une série d'activités. Et la toute dernière en date, c'est bien sûr la création des sociétés sportives. Ces sociétés sportives-là qui sont annoncées pour dynamiser, on va le dire ainsi, notre sport. Et justement, pour en parler, qui de mieux placé, Imourou Bouraïma, qui donc est membre de la Fédération béninoise de football et également patron de club AS Cotonou. Dites-nous, en quoi consiste véritablement cette annonce du ministre des Sports? Merci beaucoup. Je crois que cette annonce du ministre des Sports montre très bien la volonté du gouvernement béninois à rendre tous les secteurs productifs, amener tous les secteurs capables de contribuer au développement de l'économie à se développer davantage. Et vous le savez très bien, le sport constitue aujourd'hui un de ces secteurs-là qui contribue véritablement au développement économique dans tout le monde entier. Et je crois que c'est dans ce sens que le gouvernement, à travers le ministère des Sports, est en train de nous orienter pour que désormais le sport soit professionnalisé au Bénin. Et quand on parle de professionnalisme, c'est que nous parlons d'efficacité, de sérieux, de la qualité de ce qui se fait. Et également, vous savez, lorsqu'on qualifie quelqu'un de professionnel dans un métier, c'est qu'il est spécialisé dans ce métier. Il ne fait que ce métier. Et lorsqu'on qualifie également un secteur d'activité de professionnels, c'est que cette activité procure à ceux qui les exercent un revenu qui puisse leur permettre de pouvoir faire leur vie, gagner leur vie comme on le dit, et pourquoi pas aussi faire des économies. Merci donc Imourou Bouraïma. On est également avec le patron de la Fédération béninoise d'escrime, journaliste sportif, journaliste un jour, journaliste pour toujours. Chako Koumassou, bonjour. Bonjour Edouard. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je crois que c'est un plaisir partagé. Ça fait un moment que je suis passé sur le plateau de télévision, donc c'est toujours un plaisir renouvelé. Bientôt un an, hein? La dernière fois c'était la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut des sujets sport pour sortir Jacques Koumassou de sa tanière. Oui, bon, des sujets très importants parce que lorsqu'on parle de la professionnalisation du football avec la création des sociétés sportives, je reste un peu sur ma faim parce que il faut quand même dire que dans les années 70, déjà avec la Révolution, on a déjà connu des choses comme ça. Il y a eu un décret qui avait institué la régionalisation des clubs. On a assisté à de nouveaux clubs. On a suivi la dissolution des anciens clubs, Asso Porto Novo, Étoile, Cotato. Et vous vous rappelez. Et puis après, qu'est-ce qu'on a constaté des années après? On a assisté à la naissance aussi des clubs corporatistes qui sont morts après. On a eu la Béninoise, on a eu plein de clubs qui sont morts. On a eu l'arrivée, l'émergence de deux nouveaux clubs qui sont restés encore dans l'arène footballistique, l'UNB et Adjidia Football Club. Donc, j'ai l'impression que c'est déjà vu. Bon, on va y revenir parce que moi, je me dis, lorsqu'on veut professionnaliser le football, on n'a pas besoin de forcer le destin des clubs. Parce qu'au Bénin, je le dis toujours, et comme je l'ai souvent dit quand j'animais, je restais en face de vous, dans votre position, je disais toujours, pour professionnaliser le football béninois, il faut aller plus loin. Il faut créer une direction générale de la Ligue de football professionnel. Il faut créer une direction de contrôle de football. Mais avant tout ceci, il y a d'autres préalables parce que c'est le seul pays au monde où, dès que vous voulez avoir un club tout de suite, il faut aller au ministère de l'Intérieur et dire vous voulez avoir une association. Il faudrait qu'on sorte des associations loi 1901 et qu'on amène désormais les clubs à s'identifier et que ces clubs aujourd'hui aient un statut juridique. Parce que quand vous prenez tous les clubs, ils n'ont même pas de siège social.
Aucun club. Vous ne pouvez pas dire, vous allez tout de suite, vous cherchez tout de suite les Dragons, vous allez commencer par chercher où se trouve le siège social des Dragons. Vous ne savez pas. Les Requins, un club aussi vieux, un club qui draine un monde fou, vous allez à Parakou, les Buffles de Parakou. Vous demandez le siège, vous ne connaissez pas. L'ancien des Buffles sur le Oui, plateau. bien entendu. Donc, quand on n'a pas fait ces préalables et qu'on demande tout de suite qu'on passe à une vitesse supérieure, c'est mettre les cheveux, les charrues devant les bœufs. Moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée en soi, mais il faudrait que les préalables, qu'on passe de A à B, de C à D. Or, j'ai l'impression qu'on passe à D, débrouillez-vous. On ne va pas aller tout de suite. C'est déjà Jacques Okumassou dans toute sa splendeur. Alors, Ouzero Abdoulaye, pour en revenir donc à la création de ces sociétés sportives, quel est le problème que cela vient régler? Mais déjà, il règle un problème de sécurité, la sécurité des joueurs. Parce que moi, j'ai été footballeur, je sais comment ça se passe. Les clubs, sur 12 mois, les joueurs étaient payés peut-être 4 ou 5 mois. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas être professionnel et ne gagner que, je ne sais pas, sur 12 mois, 3 ou 4 mois de salaire et s'attendre à des résultats. Donc ça, c'est un premier problème que ça va résoudre, la sécurité des joueurs, que les joueurs puissent effectivement vivre de leur métier. Tout à l'heure, j'ai parlé d'économie du football. Il n'existe pas d'économie du football au Bénin. Donc, ça va régler aussi un deuxième problème, qui est créer une industrie. Bon, pour le moment, on va parler d'économie du football parce qu'il faut beaucoup de temps pour parler d'industrialisation. Mais l'économie du football, il faut déjà que cela existe. Et je pense qu'avec ces réformes-là, on va assister à quelque chose de nouveau. Maintenant, je peux partager un peu la position de Jacques Okumassou qui pense qu'effectivement, c'est un peu déjà vu et qu'on va un peu trop vite. Parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas tout par rapport à cette réforme-là. On a des infos, mais on n'a pas encore toutes les infos qu'on a envie d'avoir. Comment ça va se passer? Parce que la professionnalisation, il ne suffit pas d'avoir un club de Ligue 1 et qui ait une petite économie. Pour parler de professionnalisation, la professionnalisation, c'est d'abord un comportement. Et ce comportement-là, c'est le changement de mentalité. Donc, par rapport à tout cela, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent à dire. Mais alors, Bruno Soali, est-ce qu'on peut développer le foot? C'est vrai, on va s'appesantir sur le foot, parce que c'est le sport qui est un peu sous les feux de la rampe. Est-ce qu'on peut développer le football en ayant des clubs où on a un président super puissant qui, parce qu'il est le patron financier ou le bras financier du club, décide de tout pratiquement à la limite? Est-ce qu'on peut développer un football comme ça? Non, je pense que dans un bureau qui dirige un club, il y a différents postes et chaque poste sert à quelque chose. Le président, c'est le président, le vice-président, c'est le vice-président, le trésorier, c'est le trésorier. Chacun joue son rôle. Mais on a observé ces dernières années où depuis quand même, je dirais, depuis toujours, c'est que nos clubs ont toujours à leur tête un président super puissant qui finance le club, qui est parfois même le seul bras financier du club et qui donc décide de tout. Il peut donner des ordres au secrétaire général, il peut donner des ordres même à l'entraîneur, c'est-à-dire que l'entraîneur fait ce qu'il veut, classe les joueurs qu'il veut. Il y a le lobby du président parce que c'est lui qui injecte de l'argent, donc il est super puissant. Il a un droit de veto absolu sur le club, personne ne discute rien avec lui, il n'y a pas de confrontation d'idées, il n'y a pas de contradiction dans le club. Les assemblées générales sont, je dirais, unijambistes, c'est le président. Les AG de... Il n'y a pas d'AG. Quand vous dites ça, c'est un euphémisme. Permettez. Donnez-moi un seul exemple d'un club qui a fait une assemblée générale. Depuis, j'ai fait 21 ans de journaliste sportif, je n'ai pas vu un seul club qui a fait une assemblée générale. Il n'y a pas un mois. Il n'y a pas un mois. Parce que vous êtes sortis des sentiers battus. Vous avez vu le président Damoclès qui supportait. Bruno, vous permettez, oui. Oui, les AG, donc, sans contradiction. Donc, c'était un peu ça. Donc, ça va aussi résoudre cette question-là avec l'entrée en jeu des sociétés qui, j'espère, et là, moi, c'est mon souci, pourront véritablement pouvoir se donner une carapace de sociétés capables de gérer les clubs de football. Parce que une société n'a pas pour vocation. Les sociétés que nous avons... Permettez-moi. Laissez-moi finir. Vous allez rebondir. On est en débat. Vous allez rebondir. N'a pas pour vocation. Vous allez rebondir. Une société a pour rôle de consolider un club. Vous n'avez pas... On a vu déjà les clubs corporatifs. Qu'est-ce que ça a fait? Bruno, vous permettez, vous allez rebondir après. Oui, non, il va finir. On a déjà vu par le passé. Justement, Jacques Okumassou ne m'a pas laissé aller. C'est justement le souci, c'est l'inquiétude que j'étais en train de souligner. Donc, je me disais que est-ce que nos sociétés pourront véritablement
avoir, je dirais, une fibre sportive pour comprendre la chose sportive. En fait, c'est là le souci, parce que les sociétés que nous avons jusque-là sont des sociétés qui sont faites pour se faire de l'argent, donc des sociétés qui sont dans le business purement pour soit renflouer les caisses de l'État ou si elle est privée, donc renflouer les caisses de la société. Mais est-ce qu'elles auront des fibres sportives? Comment ça va se passer pour leur, pour leur donner la fibre sportive, pour pouvoir comprendre ce que c'est que sponsoriser un club, ce que c'est que gérer un club, sponsoriser un club, être, fédérer les choses au sein d'un club. Là aussi, ça va être compliqué. Donc, il y a pas mal de gens qui devront entrer en jeu pour pouvoir donner cette fibre-là aux différentes sociétés. Mais surtout financièrement, si ça peut soulager les clubs, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas loin derrière nous, il y a quelques années, on a vu des clubs qui se sont déclarés incapables d'aller au bout du championnat pour des raisons financières. Et on sait ce que ça avait coûté à notre championnat. Alors, Imorou Bouaïma, quel est le modèle économique que le Bénin veut adopter? D'abord, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno et puis Jacques aussi, tout simplement parce que dit que c'est du jamais vu, non. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu, du moins ça. Je crois que non, parce que ce qui avait été fait au temps de la Révolution, c'est le sport de masse qui avait été décrété. Certes, la régionalisation du sport, mais il n'y avait pas l'ouverture du sport au monde privé pour pouvoir permettre au sport de pouvoir avoir plus de ressources financières, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que le sport, c'est de l'argent. Le sport est devenu une industrie, c'est du business. Et lorsque vous voyez dans le monde entier aujourd'hui les grands hommes d'affaires, ceux qui sont dans d'autres secteurs et qui font vivre ces secteurs-là, qui commencent par venir dans le sport, c'est parce qu'ils ont compris aussi quelque part qu'il y a à gagner dans le sport. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que je ne suis pas d'accord avec Bruno, parce que les entreprises qui sont invitées aujourd'hui à investir dans le football, ce n'est pas seulement créer en elles la fibre sportive, ce n'est pas qu'elles viendront injecter seulement du bénévolat, injecter seulement de l'argent dans le sport sans attendre quelque chose en retour. Non. Également, le sport, c'est désormais du business et il faut faire comprendre à ces entreprises qu'elles peuvent mettre des ressources dans le sport et puis également faire des bénéfices. Alors, pour en revenir à la question du modèle économique. Alors, le modèle économique aujourd'hui qui est recommandé aux clubs sportifs, c'est beaucoup plus d'aller vers la création des sociétés soit anonymes, des sociétés unipersonnelles sportives ou bien même des salles, des sociétés à responsabilité limitée. Vous savez, le sport est basé sur le principe associatif. Le sport est basé sur le principe associatif et les fédérations sont des regroupements des associations. Donc en réalité, ce sont les associations qui sont affiliées aux fédérations et ce sont ces associations-là qui pratiquent le sport, qui participent aux compétitions. Alors, si nous parlons aujourd'hui de la création des sociétés sportives, c'est pour venir accompagner les associations pour qu'elles puissent avoir véritablement les moyens de leur politique. Alors, Jacques, en l'état actuel des choses, est-ce qu'on est prêt pour cela? C'est vrai, vous l'avez dit, qu'on met la charrue devant les bœufs, mais est-ce qu'on peut déjà trouver une alchimie pour, on va dire, essayer de matérialiser cette vocation-là du ministère des Sports? Comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique et je crois que pour ce qui me concerne, je dis toujours, il faudrait qu'on aille. Je suis entièrement d'accord, c'est peut-être la méthode. Je voudrais peut-être avoir tort sur la distance, mais il m'arrive pas souvent d'avoir tort sur la distance parce que je vois toujours les choses venir très vite. J'ai cette chance de voir vite les choses venir et la plupart du temps, je ne me fais souvent pas comprendre parce qu'on pense que c'est Jacques Okoumonsou. Mais j'ai cette opportunité d'avoir une vue plus ou moins panoramique qui me permet, et depuis que je prends ma distance vis-à-vis de la chose sportive, je vois encore beaucoup mieux. Et de ce point de vue, je dis toujours ceci, il faut quand même comprendre que, d'abord, il n'est pas du ressort du ministère du Sport de créer
et d'annoncer et de faire un dossier d'appel d'offres pour ce qui concerne les directeurs sportifs. On va en venir tout Oui. à l'heure. Et puis, autre chose, les clubs n'ont qu'à faire d'abord leur mue en leur sein. Il faudrait que les clubs, comme l'a rappelé Bruno Souali tout à l'heure, qu'il y ait des assemblées générales et qu'il y ait des règlements intérieurs, qu'il y ait des statuts juridiques. Il y en a très peu, c'est vrai. Et c'est pas parce qu'il est à côté de moi, il me connaît, et le directeur du fonds. Ça, c'est un énorme plaisir de comprendre que, voilà, c'est peut-être parce qu'il voit les choses de la même façon que nous, qu'il a vite anticipé pour aller en assemblée générale, pour remettre à flot son club et pour identifier les goulots d'étranglement qui pourront l'empêcher de pouvoir aller vers la création d'une société sportive. Il faudrait que les autres clubs arrivent à adhérer à cette nouvelle donne et comme ça, on saura désormais que nous pouvons aller vers cette nouvelle vision que prône le gouvernement. Parce que le gouvernement voit aussi plus loin. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Le gouvernement a cette chance de voir aussi plus vite que les autres. Mais dans le même temps, le gouvernement doit créer le cadre. Le gouvernement ne doit pas être là comme une épée de Damoclès à leur dire vous allez faire ça. Parce qu'à la fin, si un club arrive à observer une fin de non-recevoir et décide de demander à la FIFA qu'il y a une injonction du politique dans la gestion des clubs, ça pose un problème. Même si l'État derrière, mais finance, parce qu'on a au Bénin encore on n'a pas encore cette sécurité financière où les clubs ont les moyens de participer de A jusqu'à Z à un championnat organisé par une ligue de football qui existe. Les clubs ont besoin de ce règne financier qui doit de temps en temps venir les accompagner. Donc, de ce point de vue, les clubs béninois ont souvent peur de prendre leurs responsabilités, de prendre le taureau par les cornes. Mais il y aura un fou qui va dire, mais bon, je n'ai rien à perdre, je décide de demander à la FIFA qu'il y a le politique qui s'insère. Ça pose un problème. Donc, on risque de reconnaître les crises perpétuelles que nous vivons et il faudrait qu'on évite ces genres de choses et il faudrait que le ministre mette tous les garde-fous possibles pour empêcher que cette situation ne survienne. C'est déjà arrivé par le passé que des gens derrière arrivent à demander le soutien de la FIFA et jusqu'à aller au TAS. Donc, je crois que ça peut venir, mais que le ministère reste un peu en dehors et de sa position de ministère de tutelle arrive à trouver les formules pour permettre à ces clubs d'adhérer à cette nouvelle donne. Alors Jacques, je reste toujours avec vous. Le ministère a annoncé un appel à candidature pour le recrutement de directeurs sportifs, un appel à candidature international. Est-ce que vous êtes pour ou contre le caractère international de l'appel d'offres? Je me répéterai à chaque fois. Et un club, je ne sais pas qui va d'abord payer, parce que je n'ai pas lu l'appel d'offres international, qui se chargera de payer ce directeur. Je suppose qu'on nous envoie un Sénégalais, qu'on nous envoie un Ivoirien, un Camerounais, voilà des pays qui ont une culture sportive qui est au-dessus de notre culture sportive et qui pourront peut-être préparer des dossiers puissants. Et dès qu'ils viennent dans un dossier d'appel d'offres international, la personne qui vient et qui est en face de vous et qui se présente à vous, dès que la personne vous montre un dossier, vous êtes obligé de recruter cette personne au détriment des compatriotes. Or, moi, dans le même temps, je me dis, il est temps aujourd'hui qu'on mette les Béninois au devant de la scène, qu'on les forme. Et de ce point de vue, que les Béninois, parce qu'on a beaucoup d'anciens footballeurs qui ont des niveaux intellectuels, qui ont eu le bac, et qui sont là, qu'on peut former, qu'on peut leur donner. Et le fonds, c'est le rôle du fonds. Le fonds, c'est de proposer ces genres d'initiatives et qu'on ne nous demande pas d'aller faire appel à des internationaux, à des étrangers pour venir gérer notre football. Autre chose, est-ce que les présidents de clubs sont prêts? Est-ce que dans leur statut, est-ce qu'on a demandé aux présidents de clubs, est-ce que vous avez changé vos statuts pour désormais accepter que dans votre statut, dans votre règlement intérieur, il y ait un directeur sportif? Non, si ce n'est pas fait, c'est que ça va être difficile parce qu'un jour, un président, comme je le dis, va encore observer une fin de non-recevoir et ça va remettre tout à zéro. Au zéro? Je suis malheureusement d'accord avec la recommandation. Malheureusement. C'est Oui, un malheur. Oui, Malheureusement. Vous aurez souhaité j'aurais aimé que les choses se passent autrement. Exactement, j'aurais aimé que les choses se passent autrement parce qu'il a soulevé un point quand même essentiel. Quand on voit appel à candidature internationale, on se dit, écoutez,
c'est pour aller chercher des gens venus d'ailleurs. Ça veut dire que les Béninois ne sont capables de rien. Monsieur Bouraïma, il est là, je suis ancien footballeur international. Suis-je incapable d'être directeur sportif? Si, vous êtes capable d'être... Pourtant, je n'ai pas un diplôme supérieur, comme j'ai vu là. Je n'ai pas un diplôme supérieur, mais est-ce que je suis incapable d'être directeur sportif? Ça veut dire que si demain je dépose mon dossier, je peux être de fait exclu parce que je n'ai pas ce diplôme supérieur. Pas le diplôme de requis. Je ne pense pas que je sois incapable d'être un directeur sportif. Je ne pense pas. Donc, Et comme vous, il y a beaucoup il y a d'internationaux, de nombreux moi, internationaux. j'ai reçu plein d'appels d'anciens ce jour-là qui m'ont dit, mais comment ça se fait? Ça veut dire qu'on est incapable. Si Juninho est directeur sportif aujourd'hui de Lyon, c'est pas parce qu'il a des diplômes Leonardo, c'est pas parce qu'il a les diplômes placardés dans son salon. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il connaît l'environnement sportif. Donc moi, quand j'ai vu les dossiers à fournir, je me suis dit beaucoup plus, bon, on a peut-être besoin d'un directeur exécutif ou d'un manager général, mais surtout pas d'un directeur sportif. Le directeur sportif, je pense qu'il a besoin d'autre chose que ce qu'on a demandé. Je pense surtout qu'on a besoin d'un directeur exécutif ou d'un directeur ou d'un manager général qui va mener à bien ce projet-là. Parce que les projets, ils diffèrent déjà. Il faut dire, chaque club aura son projet, donc les directeurs exécutifs vont mener à bien ces projets-là. Par contre, le volet sportif, le développement individuel des joueurs, les directeurs sportifs, ils servent à ça. Et ce n'est pas des gens qui n'ont peut-être rien à voir avec le football, qui vont gérer des joueurs ou qui pourront même, à la limite, prendre la place d'un entraîneur qui serait peut-être démis de ses fonctions. Parce que ça aussi, c'est le rôle d'un directeur sportif. Mais quand je regarde les dossiers à fournir, je n'ai pas vu, en fait, on n'a pas demandé à ces directeurs sportifs d'avoir des capacités sportives. On leur a demandé d'avoir des capacités de pouvoir gérer, d'amener à bon port des projets sportifs. Des compétences managériales. Managériales, moi, je reste persuadé que c'est des compétences managériales qu'on recherche. Par contre, le poste de directeur sportif, il reste encore à fournir. Et ça, j'espère sincèrement que nous ferons former. On a besoin de formation. Moi, je me prends pour quelqu'un qui est dans une situation intermédiaire. Je ne suis pas con, mais je ne suis pas le plus intelligent non plus. Maintenant, je pense qu'on a besoin d'être formé afin qu'on puisse occuper ces postes-là. Parce que dans tous les pays, c'est quand même les anciens joueurs, surtout du pays, qui connaissent l'environnement. Parce qu'un Sénégalais ne sait pas ce qui se passe à Djougou ou à la sociologie. Parce que je suis d'Indi, Bruno est de Natengou, je suis de Parakou. On n'a pas la même mentalité. Ça veut dire qu'il faut connaître l'environnement et un Sénégalais ne connaîtra pas l'environnement. Parce que moi-même de Parakou, je ne connais pas l'environnement de Natengou. Moi, je suis des collines, j'ai du mal à Exactement. Donc, alors, Bruno, je vous prends sur un autre aspect, vous permettez, parce que là, le débat est en train de tirer vers sa fin. Il est annoncé, je vais en revenir à vous tout à l'heure, il est annoncé la création, et le processus est d'ailleurs déjà enclenché, d'une unité de production de contenu pour pouvoir viabiliser de plus en plus notre sport. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle au final? Ça dépend. Non, ce n'est pas du tout une colle. Mais déjà dire que M. Bouraïma ne m'avait pas du tout compris. Je comprends l'importance donc d'impliquer les sociétés, mais qu'ils comprennent mon inquiétude. Et quand vous suivez un peu les propos, les capacités managériales sont revenues encore. Et c'est en fait ce que je soulignais. Et je crois que ce n'est pas l'appel du ministre de recruter donc les directeurs sportifs qui me demande, parce que ces directeurs sportifs-là serviront à quoi? En fait, je crois qu'ils serviront de trait d'union entre les sociétés et le club en termes de gestion. Parce qu'on parle beaucoup plus de capacité managériale. Parce que si on laisse la société à elle seule, elle peut ne avoir rien de sportif. Et donc, dans la gestion, ça pourrait poser problème. C'est ce que je disais. Maintenant, parlant de la création de l'unité de production du contenu sportif, que veut-on de plus? Si ça peut aider à promouvoir notre sport, si ça peut aider à mieux vendre nos joueurs, parce qu'il faut le dire aussi, nos joueurs en souffrent, la promotion autour de nos joueurs, autour de nos clubs, ça laisse encore à désirer dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez comment les Sénégalais vous vendent leurs joueurs, les Ivoiriens vous vendent leurs joueurs, il y a un aspect médiatique aussi qui aujourd'hui, dans le football mondial même, il y a l'aspect médiatique aujourd'hui qui, je dirais, bonifie le talent d'un joueur. C'est-à-dire que la presse peut amener à un joueur à paraître plus talentueux qu'il est en fait sur le terrain à cause de la communication qui est faite autour. Donc, s'il y a une unité de production à contenu sportif qui peut aujourd'hui accompagner tout ce que les différents organes préexistants faisaient déjà, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Bouraïma, vous piaffez d'impatience de réagir sur un certain nombre de choses. Oui, presque sur tout ce qui a été dit. Mais on n'a pas assez de temps, alors j'irai très vite. Bon, au fait, c'est pour vous dire qu'en réalité, les constats qui sont faits sont certes réels, mais il faut comprendre aussi que nous sommes dans un processus où nous nous disons d'abord qu'à l'entame,
on peut ne pas avoir toutes les compétences. Et puisque il y a certains qui trouvent qu'ils sont incapables aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les spécificités dans leurs structures respectives pour pouvoir faire du sport. Et donc, le ministère a réfléchi pour accompagner les sociétés sportives de pouvoir leur permettre d'avoir au départ des personnes qualifiées qui pourront aider ces clubs-là à se structurer, à mettre en place une organisation professionnelle et pourquoi pas permettre aussi aux autochtones, à ceux qui ont un peu le profil, comme mon cher ami qui a été un grand joueur, qui connaît le milieu sportif et qui est aussi intellectuel, donc à ceux-là de pouvoir prendre la main et pourquoi pas continuer par diriger ces entreprises. Alors sur le second aspect, l'aspect qui consiste à montrer véritablement que aujourd'hui, nous sommes en mesure d'y aller parce que ça fait plus de 50 ans, 60 ans que les gens ont commencé le sport professionnel dans les grandes nations sportives aujourd'hui. Et si nous rêvons à être une grande nation sportive également, nous devons en arriver là. Jacques, on va ouvrir rapidement la parenthèse de l'escrime, la professionnalisation c'est ça que je voulais dire. de l'escrime. Parce que je finirai par conclure sur ça. On a l'impression que la professionnalisation du foot, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il n'y a que la population. J'ai dit, bon, c'est. Du sport du foot. Bon, comprenez, c'est exprès que je l'ai dit, quoi, la professionnalisation du foot. Parce que derrière, peut-être un jour dans un autre 60 ans, on va penser aux autres disciplines. Pas jusqu'à 60 ans. On va penser aux autres disciplines. Parce que bon, c'est vrai, j'ai été journaliste sportif, mais je dis toujours, j'ai été plus journaliste de foot que journaliste sportif. Et c'est vrai, le foot, c'est la locomotive. Et dans cette locomotive, il y a les autres wagons. Et dès que le foot prend, ça prend. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on est heureux. C'est antinomique. C'est l'oxymore. Oui, elle dit, je suis très heureux de ce que le gouvernement a fait en construisant les stades. Voilà. Parce qu'il faut dire, c'est d'abord ça, la professionnalisation du sport béninois. Mais la vraie professionnalisation, c'est de doter les différentes contrées du Bénin d'une aire de jeu capable et viable et qui puisse permettre aux jeunes de pouvoir pratiquer leur sport. Mais derrière, ils ont oublié de mettre à côté des petits gymnases qui puissent permettre aux autres sports d'exister. Parce que dans chaque contrée, il faut tenir compte, quand vous êtes à Lokossa, dans le mono, vous savez que les gens adorent la piscine et le handball. Donc du coup, derrière, il faut avoir une aire de jeu de hand et une petite piscine, même si elle n'est pas olympique. Dans des régions comme l'Atakora et la piste d'athlétisme, dans certaines régions, par exemple à Kandi, on sait qu'il y a déjà des habitudes au niveau des épées, des sabres, créer la lutte ou l'escrime. Et au moins un gymnase où des autres disciplines peuvent exister. C'est prévu, hein? Oui, mais tout ça est prévu, n'est-ce pas? Est-ce que tout ceci est possible pour la saison prochaine? On va le recevoir. Pour conclure, je voudrais ajouter que ce sont les clubs forts qui sont les reflets d'une ligue forte. Et il faudrait qu'on arrête désormais à avoir des commissions fantaisistes au niveau de la ligue. Il faudrait que désormais, qu'au niveau des commissions, qu'on ait des dossiers, des appels à candidature, qu'il y ait des gens capables de diriger les commissions et que des nominations ne soient plus des nominations des amis. Et de ce point de vue, vous aurez une ligue très forte. Jacques, merci. Merci donc d'être passé dans la parenthèse. Imero Bouraïman, je vous promets, on va vous inviter pour une autre émission, peut-être soirée sport ou jour du sport. Oui, pour certainement revenir sur revenir. 52 minutes. On espère avoir aussi Jacques, vous promettez? Oui, si vous l'invitez, s'il donne son avis, je serai là. Allez, on va continuer ce débat beaucoup plus tard. Et je rappelle que vendredi et samedi, la Fédération béninoise de football tient son assemblée générale ordinaire. C'est bien ça. Ordinaire et extraordinaire. Voilà, ce sera du côté de Grand Popo. Grand Popo, ouais. Madame, monsieur, cette émission tire vers sa fin. Dernière escale, le quiz. Vous restez avec nous, messieurs. Jacques Okumasu, encore 2 petites minutes à passer avec vous pour finir cette émission en beauté. Je sais que vous avez été un ancien herbogéniste, devenu aujourd'hui un vrai génie. Vous étiez le patron des herbogénistes du Père au Pied, un grand franciscain, donc un grand champion aujourd'hui dans l'arène. Vous serez avec Imero Bouraïma, qui est aussi un grand manager. Bruno et Ouzerou vont jouer en paire. Champion du quiz du confinement. Champion du quiz du confinement sur Ado FM et Ado TV. Alors, qui suis-je? Je suis né le 29 janvier 1966 à Rio de Janeiro, dans la favela de Jacarezinho.
Je suis l'archétype de l'enfant issu d'une favela d'une grande ville brésilienne qui accède au statut de vedette mondiale grâce au football. C'est en 85 que je vous l'ai dit. On a un champion, un génie dans l'arène. C'est bien sûr Romario. En 87-88, j'enlève par 2 fois le championnat de Rio avec Vasco, ce qui me permet d'intégrer la Seleção finaliste aux Jeux de Séoul, dont je termine meilleur buteur. Je suis l'un des meilleurs joueurs de ma génération et l'un des meilleurs buteurs les plus prolifiques de l'histoire du foot. Je suis Romario. Qui suis-je? Né à Pointe-à-Pitre en 1971, sportif dans l'âme, en 1990, je quitte mon île natale pour la métropole. Thierry Henry. Mauvaise réponse. J'intègre le Racing Club de France. Ma carrière de grande sportif démarre. Je suis surnommé la guêpe pour mes touches. Laurent Flessel. Laurent Flessel. Bonne réponse pour Bruno. Qui suis-je? Je suis une des plus grandes stars de mon temps, une icône qui dépasse le cadre purement sportif. Je m'impose sur la scène internationale en remportant l'or à 19 ans au premier championnat du monde d'athlétisme en 83. Ah non. Au cours des 14 années suivantes, je gagne 5 championnats du monde. Mauvaise réponse, 5 championnats du monde et demeure le seul athlète, toute épreuve confondue, à s'être approprié 6 titres de champion du monde. Au cours de cette période, je bats 35 records du monde, les miens pour la plupart. Je suis ensuite un athlète du saut à la perche qui a un record avec un saut. Sergei Bouka. Vous l'avez en... Vous prenez le point. Je tiens le point moi-même. Donc. Qui suis-je? Je suis né le 31 mars 66. Sous les couleurs françaises, je suis sacré champion du monde de karaté de Super Léger en 94 et remporte une médaille de bronze en 92. Je suis également... Douillet? Non. Pardon? David Douillet? Mauvaise réponse. Damien Dovi. Damien. Bonne réponse. En 98, je suis évincé de la sélection française. Je concours alors sous les couleurs du Bénin, le pays de mon père. Je deviens, lors des championnats du monde de karaté 2002, le plus vieux champion du monde de l'histoire et le premier combattant sacré sous les couleurs des 2 pays. Après une coupure due à une rupture du tendon d'Achille entre 2006 et 2008, je suis sacré champion d'Afrique 2008. Derrière ma carrière en 2012, je suis Damien Dovi. Et pour finir, qui suis-je? Je fais mes débuts sur la scène internationale à l'occasion des championnats du monde junior de 2008 de Bydgoszcz en Pologne. En 2008, mon meilleur temps n'est que de 2 minutes 4, 23 centièmes. Le 31 juin 2009, lors des championnats d'Afrique d'athlétisme junior en Île-Maurice, je remporte la finale du 800 mètres en 1 minute 56 secondes 72 centièmes, réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance. Je suis aujourd'hui écarté des pistes en raison de la prescription qui touche les athlètes hyperandrogènes. Le 8 septembre dernier, la justice suisse a rejeté mon recours déposé contre le World Athletics Select l'I2AF qui restreint donc la CEP à certaines épreuves pour les athlètes hyperandrogènes. Je suis Caster Semenya. 2 bonnes réponses. De part et d'autre, une bonne réponse pour moi-même. Messieurs, merci. Jacques, merci d'être passé dans la parenthèse. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Imoro Bouraïma, merci aussi. Merci. Bruno, merci. C'est moi. On est ensemble. On est ensemble, on dira ainsi. Allez, cette émission est à présent terminée et je vais conclure par une phrase fétiche à quelqu'un. L'honneur que vous nous faites nous honore et nous ferons tout pour l'honorer tous les jours. Au revoir et à demain. Jacques Okumaso.